Hello, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Je pense que ça fait peut-être 7 mois que j'ai pas filmé d'épisode, mais aujourd'hui, on recommence en force, puis on a sur le podcast Pierre-Yves McSween. Je pense que tout le monde connaît c'est qui Pierre-Yves McSween. De base, c'est un comptable, mais c'est aussi un chroniqueur. Il y a plein de livres. C'est une personne super intéressante. Là, soyez un petit peu indulgents parce que justement, ça fait longtemps que j'ai pas filmé d'épisode, mais je pense que vous allez vraiment apprécier l'épisode d'aujourd'hui. On parle de tout ce qui est finance, les REER, le CELIAP. On parle aussi beaucoup de les réseaux sociaux, comment ça influence nos choix financiers. Alors, sur ce, bonne écoute et j'espère que vous allez trouver ça autant intéressant que je l'ai trouvé. Tu écoutes Génération Startup. Bon, ben bonjour, bienvenue au podcast. Merci. Merci d'être venu. C'est confortable en plus, si j'aime ça. Oui, cosy, petit. Cosy. Bon, avant de commencer de parler plus de finances puis des questions, moi, je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Hey, dis-moi-tu, bon, excuse-moi, je serais pas capable. Que tu sois là aujourd'hui. Okay. Puis est-ce que c'est possible de savoir un peu ton parcours, comment tu es devenu le Pierre-Yves McSween d'aujourd'hui? Je vais te faire ça court parce que c'est très long. En somme, j'ai étudié à Polytechnique, j'ai lâché, j'étais à la HEC, j'ai fait un bac en comptabilité, un diplôme d'études supérieures en comptabilité publique. Après ça, j'ai fait un diplôme en journalisme en travaillant chez Ernst & Young. J'étais stagiaire en enseignement, j'étais consultant. Je travaillais dans le milieu bancaire, au siège social. Je suis devenu aussi prof dans le cégep, puis j'ai enseigné à l'université. J'ai aussi, après ça, travaillé dans les médias en parallèle parce que j'avais étudié en journalisme, j'avais fait des piges. Un jour, Paul Arcand m'a offert un job, puis j'avais travaillé comme, tu sais, des journées où je faisais, par exemple, toute ma journée dans le secteur bancaire. Le soir, j'enseignais 3 heures à HEC, puis j'allais faire de la radio à 10h30 du soir à Radio-Canada sur les finances et l'économie et le sport. Puis de moment donné, j'ai eu une opportunité la fin de semaine, puis j'ai commencé vraiment à faire ce que je fais aujourd'hui en travaillant avec Paul Arcand en 2015, qui là m'a donné plus de visibilité. Puis là, j'ai écrit un livre, puis là, j'ai écrit 3 livres, puis j'ai écrit un livre pour le secondaire avec des gens. En fait, je suis une partie de ça seulement. Je suis plus l'image et certains livres puis certains contenus audiovisuels. Mais en somme, je suis parti du McDo puis je suis rendu ici. C'est un peu ça. C'est une année à la fois où j'ai fait plein de choses qui a fait que je suis un comptable qui a enseigné, qui a vulgarisé, qui a fait des médias. Mais j'ai un diplôme dans tout ça. T'sais. Un grand parcours. Un long parcours sinueux avec des essais et erreurs. Mais c'était pas un plan de carrière. Ça l'est devenu pas par hasard, je souhaitais un peu ça, mais pas... Je pensais que c'était inaccessible de faire ça. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je me disais, moi, je vais devenir ingénieur, puis il y a des gens qui deviennent chanteurs, puis ils travaillent dans les médias, puis il y en a qui sont vulgarisateurs, il y a des journalistes, tout ça, mais ça, c'est des gens qui sont voués à un destin différent du mien. Moi, je m'étais dit, je vais avoir une bonne job, je vais faire 75 000 par année dans la vie, puis je vais avoir une maison, puis des enfants, puis un duplex, puis ça va être ça. J'avais pas de grande attente envers la vie. Ouais. Puis moi, comment je vous ai découvert, comment je t'ai découvert, excuse-moi, c'est vraiment avec le livre Liberté 45, parce que quand j'avais 18 ans, mon cadeau de fête, ma mère, c'est qu'elle m'a donné, elle m'a pris un rendez-vous avec un conseiller financier pour m'ouvrir mon CELI. C'est un beau cadeau. Ouais, mais j'ai mis comme 75 $ par mois dedans, mais c'est vraiment c'était 2 ans plus tard, à mes 20 ans à peu près, que là, ma mère m'a donné justement le livre Liberté 45. Je l'aime votre mère, vous. Ouais. Toi. Okay. Puis là, c'est là que j'ai vraiment commencé à comme plus me renseigner là-dessus, puis vraiment prendre des décisions financières plus éclairées, puis mettre dans mon CELI. Mais je me demandais pourquoi vous avez écrit ces livres-là. C'était quoi l'intention? Quand j'étais petit, ma mère au Salon du Livre, tout le temps, toutes les années. Chez nous, c'était clair, c'est le Salon du Livre, on manque l'école, puis on va au Salon du Livre en après-midi, on part de Valleyfield, puis on revient en soirée. Puis on a bu un jus d'orange dans le stand à jus d'orange qui fait des jus d'orange automatiques là, avec des vrais oranges. Puis on mange pas là une crème glacée, puis on revient en auto. Puis là, j'essaie de lire les livres que j'ai achetés avec les lumières qui passent. Tu sais, les lumières de l'autoroute. Puis là, je viens un petit bout. C'était comme mes souvenirs de Salon du Livre. Et puis, j'ai toujours une admiration face aux gens qui prenaient le temps d'écrire un livre durant des mois, des années, sans nécessairement en avoir un succès. Là. C'était vraiment... Donc, moi, quand j'ai commencé, j'aime créer. Puis j'avais évidemment, je faisais de la vulgarisation radio, puis j'avais le désir de faire ça. Et à un moment donné, l'opportunité s'est présentée, puis je l'ai faite. Ça a eu un peu plus de succès que j'allais penser, mais c'est vraiment parce que je n'écris pas un livre parce que je veux écrire un livre, j'ai une idée en tête, puis je la mets en livre. Et je trouve tout le temps aussi qu'il y a beaucoup de gens qui chargent, par exemple, t'es pris par mois pour avoir des conseils ou d'avoir des
Il y a bien du monde qui sont très dans le coaching, puis dans le gourou, puis ça. Je voulais pas tomber là-dedans. Je voulais être très dans un livre, ça coûte 25-30$. Tu peux le louer à la bibliothèque, c'est accessible à tout le monde. Je peux tous dire ce que j'ai à dire sur un sujet, puis c'est libre à toi de l'utiliser ou pas. Mais t'es pas pris pour payer 37,95$ par mois pendant 12 mois pour avoir accès à un livre, à un coaching qui vaut 10 000, mais que je te vends 1500. Tu sais, ces arnaques-là, moi j'appelle ça des arnaques, là. Si tu as quelque chose à dire, tu peux l'écrire dans un livre puis laisser la personne le lire passivement à la vitesse qu'elle le veut. Donc, c'est ce qui justifie tout ça. Puis justement, le public se demandait comment on fait pour écrire un livre, le mettre sur le marché puis que ça fonctionne. C'est comme demander comment faire une vidéo virale. Oui, c'est ça. Écrire un livre, ça se fait par soi-même. Tu as un projet, tu vas voir un éditeur puis tu dis voici le projet de livre. Puis l'éditeur va décider si ça a du sens ou pas pour lui dans son marché. Alors, tout le monde peut faire ça. Maintenant, c'est plus facile quand tu as une notoriété de rapprocher un éditeur. C'est sûr que moi, il y a plusieurs éditeurs qui m'ont approché sachant que je voulais faire un livre. Première des choses. Deuxième des choses, réponds à la question suivante. Toi, est-ce que tu achèterais le livre? Et pourquoi tu l'achèterais? Si tu n'es pas capable de te convaincre objectivement si ton ami te présentait ce livre-là, c'est une bonne réponse que tu es en train peut-être pas de réinventer la roue. Est-ce que tu apportes quelque chose de plus? Est-ce que c'est une histoire qui vaut la peine d'être écoutée, d'être entendue? Donc, vraiment, la question, c'est quel est ton public cible et à qui ça s'adresse et pourquoi c'est pertinent d'en faire un livre? Parce que des fois, il y a des gens qui ont des projets de livres, mais c'est pas un livre. C'est un podcast. C'est un produit. C'est des services même à louer ou à vendre. Ce n'est pas un livre. Donc, c'est pas parce que tu as une idée que c'est pas plus un film ou que c'est pas plus un documentaire ou que c'est pas plus finalement un produit qui se vend. Le livre, c'est un statement ou une prise de parole qui est longue et qui doit être lue lentement. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à lire ça? C'est un peu ça. Mais après ça, il n'y a pas de recette pour le succès. La preuve, c'est que j'ai fait tout ce que les gens ne me disaient pas de faire. J'ai fait un livre uni noir, rouge, bleu. J'ai mis des titres qui effraient les gens. En as-tu vraiment besoin? Non, là, je n'achèterai pas ton livre. Liberté 45, j'ai déjà 48 ans, il est trop tard pour moi. La facture amoureuse, je ne parlerai pas d'argent avec ma blonde ou mon chum. Donc, tu vois, je n'ai pas écouté les gens qui m'ont parlé de... J'ai écouté mon instinct, mon éditeur est pas mal bon aussi. Puis je sais qu'après le livre Liberté 45, j'ai vu beaucoup de controverses un peu sur la méthode McSween, que les gens ils disent que c'est un petit peu comme trop radical, que s'ils meurent demain, mais qu'ils se sont comme un peu privés, puis qu'ils ont mis de côté, ils perdent un peu comme ils trouvent que ça vaut pas la peine. C'est quoi votre opinion par rapport à ça? Ma première réponse est tout le temps la suivante. Il y a des chances que tu meurs demain. Puis je leur réponds tout le temps, il y a des meilleures chances que tu meurs pas demain. Donc, statistiquement, tu vas vivre à 80, 81, 82. Oui, tu vas peut-être mourir à 52 d'un cancer, d'un accident d'avion, ou tu vas durer jusqu'à 104. Donc, déjà en partant, l'espérance mathématique, mon côté rationnel, dit tu peux pas dire je vais mourir à 40. Deuxième chose, puis ça dépend de ton antécédent aussi. Si tout le monde est mort dans ta famille du cœur à 52 ans, tu peux prendre des choix différents de moi. Moi, tout le monde meurt de démence. Tu comprends que... dans le sens que c'est des longues maladies plus longues. Donc, il faut que je planifie ma vieillesse. Deuxième chose, je me prive pas pour quand je vais être retraité. Je me prive pas pour quand je vais avoir 80. J'investis pour moi tantôt. Je te donne un exemple. Un jour, ma couverture, en 2021, pas ma couverture de livre, ma couverture d'immeuble, a cédé à la Saint-Jean-Baptiste. Je venais de finir le 23, là, je venais de finir de travailler, ou le 22. Là. Je dis enfin, je vais arriver chez nous, je vais prendre un petit verre de vin, je vais me reposer. Puis ma locataire m'appelle, elle me donne une photo, toi est bombé, tu sais. Ça, c'est 20 000 $. C'est 20 000 $ net à sortir tout de suite. Ben, le Pierre-Yves du 23 juin 2021 était bien content que le Pierre-Yves des années d'avant ait rempli son CELI tranquillement, pas vite. Fait que j'ai juste pu faire toc, toc, sans m'en stresser. Et donc, c'est ça un peu. Tu t'achètes de la marge de manœuvre. Même chose, tu as une opportunité de faire un voyage, puis tu as économisé dans le passé, tu peux partir. Tu n'aimes plus ton emploi, tu as besoin de 6 mois de break, je peux partir. Donc, investir, c'est pas pour ta retraite, c'est investir pour toi-même tantôt. Donc, c'est pas se priver pour le futur, c'est se priver pour tout à l'heure, ou dans le futur un peu. Donc, c'est pas de la privation, c'est une passe à soi-même. C'est comme si c'était ton ailier gauche, ton ailier droit. Donc, tous les gens qui disent ça, je m'en fous, ils n'ont pas la même réalité économique que moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Ils sont peut-être pas bâtis tout seuls, ils ont peut-être des privilèges. Moi, j'en ai pas de privilèges. Là. J'en ai maintenant qui sont conséquents du passé.
Mais quand tu n'as pas de privilège au moment zéro, là, qu'il faut que tu te construises, là, puis que tu économises, puis que tu te fasses toi-même, tu n'as pas un 100 000 de tes parents qui t'achètent ton immeuble, là, ben, tu sais, il n'y en a pas d'autre solution pour moi. Fait que j'ai donné une recette. Si tu veux pas, tu n'apprends pas. Puis étant une personne qui n'a pas eu de privilège, est-ce que... Non, j'ai eu le privilège d'avoir les bons parents. Là, ouais, mais je veux dire comme... Non, mais j'ai pas hérité le million, mais moi, tu sais, mes parents m'ont supporté puis m'ont encouragé à étudier toute ma vie. Puis ça, ils m'ont poussé dans le cul, excuse-moi, pour étudier. Puis ça a été des parents aimants. Et ça, c'est un privilège. Maintenant, j'avais des gens à côté de moi qui avaient tout payé puis qui ne travaillaient pas. Ça, j'étais très privilégié. J'étais pas là. Puis est-ce que toi, tu penses qu'avec tes enfants, tu vas voir ça comment? Est-ce que tu vas les aider financièrement? Ou... Ben, j'ai déjà rempli le REE. OK. Mon ex aussi remplit sa portion. Je veux dire, à deux, c'est bien clair que comme parents, en coparentalité là-dessus, c'est un no-brainer. Je veux dire, mes enfants vont à l'université avec de l'argent pour tout payer. J'ai pas dit que je veux qu'ils dépensent tout. Puis que... Mais tu sais, là, on le voit aujourd'hui. Tu as ton REE, tu sors pendant que tu es aux études, tu remplis ton CELIAP, ça devient ton cash down de maison. Donc, c'est sûr que mes enfants vont partir dans un contexte économique différent. Ils vont avoir des choix différents, mais ils vont vivre dans un monde un peu plus anxiogène. Donc, je vais leur faire une passe à la palette là-dessus, mais il y a d'autres affaires que je leur ferai peut-être pas de passe à la palette. Là. Je comprends. Puis, en parlant de comme jeune et d'épargne ici, parce que j'ai beaucoup de questions du public. J'avais très hâte que vous fassiez le podcast. En rafale. Fait que si un jeune adulte de 23 ans, il vient de finir son bac, puis là, il a son premier travail, qui fait environ 45-55 000 par année, c'est quoi les choix financiers qu'il devrait faire pour pas vivre paye sur paye s'il a jamais mis de côté avant... Je pense, c'est un peu comme moi à l'époque, j'avais mis de l'argent de côté pendant que je travaillais quand je suis aux études, mais je m'étais endetté parce que c'était pas assez. T'sais. Donc moi, je suis sorti des études avec à peu près là, 13 000 de placement, puis une couple de 1000 de dette. Donc j'étais... Parce qu'après être sorti des études, il fallait que je fasse des achats, une laveuse, sécheuse, tout ça. Puis là, finalement, j'avais des REER, mais j'avais des dettes bancaires. Tu sais, on n'était pas très élevé dans le total positif, tu sais. Et donc, moi, j'avais une règle. Tu sais, 1 piastre sur 5 brut va en épargne. Que ce soit pour le REER, pour la maison éventuelle. Donc, la seule façon de t'en sortir, c'est de créer une marge de manœuvre. Donc, moi, c'est ça. Si tu économises en bas de 20%, tu passes d'étudiants qui avaient 15-20 000 de revenus, tu gagnes 55, tu n'arrives pas, il y a un problème. Fait que, tu sais, les premières années, c'est les plus faciles à épargner parce que c'est les années, dans le fond, que la pression n'est pas là. Tu n'as pas d'enfants, tu as ton chum, ta blonde, tu as peut-être sorti peut-être, mais c'est la pression que tu te mets à ce moment-là de dépenser qui justifie le reste. Fait qu'il faut vraiment que tu sois discipliné parce que c'est facile de brûler 10 000. C'est facile de s'acheter des manteaux que tu ne te payerais pas plus tard. Je connais des gens qui disent « Hey, moi, c'est drôle, hein, à 22 ans, j'avais un plus gros train de vie que maintenant à 40. » Je dis « Oui, hein, j'avais pas d'enfants, pas de maison, pas rien, pas de char. Mais mon train de vie était fou. Puis aujourd'hui, je peux même plus me payer les manteaux que je me payais quand j'avais 22 ans. Donc, c'est une question de cash flow. Là. » Puis, justement, quelqu'un se demandait, si quelqu'un commence à épargner plus jeune, combien il devrait avoir d'argent de côté en sortant de l'université? Ben, écoute, ça dépend. Tu sais, je vais donner un exemple. Si tes parents cotisent à ton REE, puis que tu vis chez tes parents, puis que tout ce que tu as à payer, c'est tes petites dépenses personnelles, ben, tu es supposé sortir de l'université avec une coupe de 10 000 si tu as commencé à travailler à 16 ans. Mais si tu es comme moi, que tu travaillais depuis que tu as 16 ans, puis avec un peu d'aide de tes parents pour arriver à payer l'université, puis arriver break-even, c'est déjà bravo, sors de l'université, pas de dette, puis t'es parti. Là. Donc, tu sais, c'est comme me dire, on joue au Monopoly, il y en a qui parlent avec l'argent de la banque, puis il y en a qui partent avec une dette. Puis là, tu me dis, où je devrais être rendu après avoir fait 3 tours de... Ben là, c'est sûr que les privilégiés, vous avez le devoir d'être encore... de ne pas gaspiller le tremplin qu'on vous donne. Puis ceux qui n'ont pas eu de tremplin, aidez-vous en minimisant l'endettement que vous avez. Puis là, je vais aller dans un contexte qui est un petit peu plus difficile. Là. Si tu étudies dans un domaine puis tu sais pas ce que tu vas faire avec au bout, c'est cute, mais tu vas peut-être brûler 40-50 000 de dépenses pour finalement avoir un diplôme dont tu ne te serviras jamais. Donc, c'est peut-être la réflexion que j'ai aujourd'hui qui était un petit peu utilitariste là-dessus. C'est moi, j'ai fait 1 an à Polytechnique, je le regrette pas, mais ça m'a coûté 1 année. Mais ça m'a fait découvrir des choses que j'aurais peut-être pas découvertes ailleurs. Fait. Les études, pour moi, c'est un permis de travail. Je sais que c'est très, très de base, là, puis c'est très, très, très... Les gens n'aimeront pas ça des fois dans certains domaines, mais je n'ai pas étudié à l'université pour ma culture générale. J'ai étudié à l'université pour avoir une place dans ce monde. Fait que si ta place, est, en sortant, tu sais pas ce que tu en fais, peu importe le domaine d'études dans lequel tu étudies, c'est quoi ton plan? Si tu n'en as pas, ben, tu es en train de gaspiller ton temps et ton argent. T'sais. C'est plus ça qui est... Mais c'est mon opinion
à moi, un individu sur 8,8 millions. Il y en a d'autres opinions dans la vie. Puis selon vous, est-ce que c'est mieux d'être employé ou d'être entrepreneur? Il n'y a pas de bonne réponse, mais dans le livre, j'en parle. Employé, tu as une paye garantie, tu n'as aucun coût d'administration, tu n'as pas de stress avec trouver des clients, payer les risques, payer les mécontentements, stresser la fin de semaine sur qui va te payer, sur est-ce que tu vas être capable de payer tes employés, est-ce que ton modèle d'affaires va encore survivre, est-ce que ton endettement de ta banque augmente. Donc, tu n'as pas les soucis de l'entrepreneur. En même temps, tu n'as pas le rendement de l'entrepreneur. Il n'y a pas moyen de faire beaucoup d'argent à moins de devenir comme salarié dans les top salariés. Tu sais, comme, je te donne un exemple, là. C'est sûr que si tu fais 100 000 par année comme salarié puis tu gères bien tes affaires dans un monde où le monde fait 50-60, tu vas t'en sortir. Mais l'entrepreneur, si le but, c'est de faire de l'argent, parce que c'est pas ça le but de la vie, là, mais si le but, c'est d'avoir une certaine réussite financière, c'est sûr qu'un modèle salarié ou hybride ou entrepreneur, ben, t'évolues en fonction. Plus tu prends du risque, plus tu peux faire du rendement, puis plus tu peux revendre à profit. Maintenant, je dirais plus aux gens, fais ce qui te rend heureux, mais avec lequel tu peux gagner ta vie, puis sois le meilleur ou la meilleure, puis tu vas arriver quelque part. Mais tu sais, il n'y a personne que je connais qui avait un plan de vie à 20 ans, puis que ça s'est vraiment réalisé. Puis les gens qui avaient de belles opportunités, il y en a qui l'ont scrappé, involontairement ou volontairement. Puis il y en a d'autres qui étaient vraiment, tu dis, ceux-là, ils iront nulle part. Puis finalement, ils sont allés à quelque part. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bonne réponse. Puis j'ai 44 ans, je peux encore me tromper. Donc, mais je te dirais que c'est sûr qu'au niveau fiscal, à long terme, être entrepreneur, tu as un avantage. Salarié, tu ne contrôles pas ce que tu te verses, tu ne laisses rien dans l'entreprise. Tu es moins maître de toi. Moi, ce que j'aime être travailleur autonome, c'est que je décide chaque année si je continue ou non dans cette voie-là. Mm-hmm. Salarié peut faire ça aussi, mais il faut qu'il se trouve un autre employeur qui va lui donner les bonnes conditions puis doit tâter ses conditions. Tandis que quand tu es entrepreneur, tu décides du revenu que tu gagnes ou ben, tu décides pas, mais tu décides le prix que tu charges puis tu vis avec les conséquences. Puis, j'ai eu beaucoup de questions sur le CELIAP. Oui. C'est quoi votre avis sur le CELIAP? Puis, en gros, c'est quoi le CELIAP? En gros, le CELIAP, commençons par ça, c'est un REER qui a couché avec un CELI. Donc, en somme, le REER te permet d'avoir une déduction, donc te faire rembourser de l'impôt, mais tout ce qui va s'accumuler dans le REER va être imposable au retrait. Le CELI, tu prends de l'argent net d'impôt que tu as eu, tu le mets là-dedans, puis tout ce que tu vas retirer dans le futur va être à l'abri de l'impôt. Le CELIAP, c'est les deux ensemble. Tu vas déposer dedans, tu vas avoir un remboursement d'impôt, puis quand tu vas le retirer pour acheter une résidence, tu n'auras pas d'impôt à payer. Le CELIAP, c'est une anomalie fiscale électoraliste. Mais une fois que c'est en place, si tu comprends ça, puis que tu n'as pas encore de maison, puis que tu es jeune, tu dois profiter de cet avantage-là, parce que prends un couple, par exemple, qui ont le droit de mettre chacun 5 000 par année pendant 8 000 par année pendant 5 ans, ça fait 40 000 chacun, ça fait 80 000 de revenus marginal non imposables. Si tu l'ouvres, si tu t'achètes une maison ou un condo. Si tu ne fais pas ça, tu vas payer de l'impôt sur 80 000 de plus comme couple dans ta vie. Donc, c'est un cadeau. Tu le veux-tu ou tu le veux pas? La seule règle, il faut que tu l'ouvres, que tu cotises, puis que tu achètes éventuellement quelque chose. Au pire, achète n'importe quoi que tu aimes, un petit condo, puis tu le revendras, mais tu auras profité de l'avantage fiscal. Donc, quand tu es jeune, en plus, sache que le CELIAP, tu perds ton droit si tu es marié ou tu es conjoint de fait avec quelqu'un qui a déjà son CELIAP, ou pas son CELIAP, qui a déjà acheté une maison. Okay. Donc, mettons, là, tu as 26 ans, tu dis, j'ai pas encore ouvert mon CELIAP, c'est pas grave, je vais acheter une maison d'ici 10 ans, mais tu rencontres quelqu'un qui a une maison, tu vas vivre avec, tu deviens conjoint de fait, tu perds ton droit au CELIAP. Donc, ouvre ton CELIAP avant de perdre le droit. Fait que faut que tu l'ouvres avant d'être conjoint de fait avec quelqu'un qui a déjà une maison. Donc, ouvre-le. Tu as 15 ans pour y contribuer. Il y en a qui me disent, hey, là, j'ai 20 ans, je vais attendre d'avoir vraiment l'argent pour le cotiser. Je dis, attends, tu connais pas l'avenir. Dans 15 ans, tu vas avoir 35 ans. Si tu as acheté un condo ou une maison d'ici 35 ans, il y a des bonnes chances que ça arrive. D'ici peut-être 35 ans. Donc, pour moi, c'est un no-brainer. C'est le plus bel échappatoire fiscal de l'histoire du Canada, légalisé, complètement illogique, mais ça existe. Et je suis très jaloux des gens comme toi qui y ont accès, alors que moi, j'y ai pas accès. Parce que j'ai déjà une maison, j'ai déjà un duplex, donc j'ai pas le droit. Puis c'est aussi bon pour les gens qui sont séparés. Mettons là, que ça fait des années que tu es tout seul, tu es retourné à loyer, tu as 55 ans, mais tu peux contribuer au CELIAP, au pire, si tu n'achètes pas de maison, ils vont le transférer à ton REER et tu auras eu la déduction. Donc, il n'y a rien de perdu.
Puis justement, parlant de CELIAP, il y a beaucoup de questions de gens qui disent qu'ils savaient pas par où commencer, où mettre leur argent parce qu'ils savent pas est-ce qu'ils mettent dans un CELI, est-ce qu'ils mettent dans leur REER, est-ce qu'ils mettent dans un CELIAP, la bourse, la crypto, par où ils devraient commencer? Bon, déjà en partant, faut distinguer les comptes enregistrés, CELI, REER, CELIAP, REE, peu importe, de placement. Je peux acheter des actions de la Banque Royale dans mon CELIAP, dans mon REER, dans mon REE. Donc, tu sais, c'est un choix après. Maintenant, tu commences par celui qui va bien avec ta situation. Le REER est payant quand tu as un taux d'impôt marginal élevé. Si tu gagnes 30 000 dans le monde d'aujourd'hui, commence pas par le REER. T'sais. Ceci est un conseil en fonction générale, ce n'est pas un conseil spécifique, je vous dis tout de suite. Si tu ne payes pas beaucoup d'impôts, le CELI est attirant. Maintenant, peu importe ce que tu payes, le CELIAP maintenant vient comme jouer dans tout ça parce que c'est le seul qui est limité dans le temps. Je te donne un exemple. Tu peux te réveiller à 40 ans puis remplir ton REER. Tu peux te réveiller à 40 ans puis remplir ton CELI de tous tes droits de cotisation passés. Mais le CELIAP, tu es limité dans le temps parce que tu as 15 ans à partir du moment où tu l'ouvres. Mais surtout, si tu t'es contaminé par un conjoint, une conjointe qui a déjà une maison, tu vas perdre ton droit. Fait qu'il faut que tu l'ouvres pendant que tu as encore le droit de l'ouvrir puis tu ne connais pas l'avenir. Donc, moi, je trouve que le CELIAP, c'est la première affaire que tu devrais ouvrir quand tu es un jeune adulte en te disant, avec le CELI, en te disant ben regarde, je vais cotiser au CELIAP, au pire, je vais le retirer pour acheter une maison, sinon il se transférera à mon REER. Maintenant, il y a des exceptions. S'il y a des gens qui ont besoin de l'argent dans 3 ans pour autre chose qu'acheter une maison, puis ils s'en vont ailleurs, peu importe, le CELI, quand tu as un faible taux d'impôt, pour moi, est le plus intéressant que le REER. Puis regarde la folie du CELIAP. Tu peux cotiser au CELIAP pendant 5 ans, remplir ton 40 000, faire doubler le 40 000 $ en 15 ans de valeur, qui s'est rendu à 80, le retirer pour t'acheter une maison, puis tu n'es même pas obligé d'avoir déduit tout de suite. Tu peux attendre la déduction après avoir acheté la maison. Donc, le CELIAP, comme je te dis, c'est débile, je vais dire le mot. Le CELIAP, c'est fou. Bon, ça va se retrouver dans les sites, la potin, ou je sais pas quoi. Pierre-Yves dit que le CELIAP, c'est débile. Non. Pierre-Yves dit que le CELIAP, c'est le meilleur avantage fiscal qui existe au Canada pour la classe moyenne, puis même la classe aisée. Mais l'affaire que je vais dire sur le CELIAP, c'est que c'est un outil qui vient s'ajouter aux autres. Et donc, qui profite le plus du REER et du CELIAP? Les gens qui payent beaucoup d'impôts. Qui a les moyens de cotiser au CELI, au CELIAP, au REER, puis au RE des enfants? Tout ça dans la même période. Les gens qui ont des bonnes liquidités, qui ont des grosses familles ou des bons revenus. En somme, toutes les mesures individuelles ont l'air de justifier, mais quand elles mettent tout ensemble, le gouvernement canadien et québécois favorise les gens qui ont des bons revenus. C'est un peu discriminatoire, mais c'est ça la règle fiscale. Parfait. Prochaine question. Oui, c'est quand même intéressant. C'est que les gens se demandent, dans un contexte où les médias sociaux occupent une place quand même grande dans nos vies, puis qui mettent beaucoup de modes de vie de l'avant qui sont inaccessibles. Exemple, les vidéos TikTok qu'on montre des journées dans ma vie, puis c'est des gens qui vivent dans une autre réalité. C'est ça, bateaux, ou qui ont des grosses fortunes. Comment est-ce qu'on peut rappeler à nos jeunes puis attirer l'attention sur vraiment les questions financières puis l'importance d'épargner, que c'est pas vraiment accessible, ces vies-là? C'est pas facile parce que tes ados voient ça. Hein, moi, je dois l'avouer que moi-même, j'ai peur que mes enfants voient ça puis comprennent que ça n'a pas de sens. Pour te payer une Lamborghini, il faut que tu sois multimillionnaire. Sinon, excuse-moi, mais t'es vraiment un sans-dessin de te payer ça. Il y a des gens qui voyagent énormément, mais ce qu'on dit pas, c'est que quand tu es honnête fiscalement, pour te payer un voyage de 5 000 $, tu en as gagné probablement, à un moment donné, 10 000, 11 000 comme salarié, très haut salarié dans tes prochains dollars. Donc, il y a des vies qui n'ont pas de sens. Je veux dire, c'est soit que tu hypothèques ton avenir, soit que tu t'endettes, soit que tu es vraiment riche. Puis, tu sais, moi, je fais des très, très bons revenus, mais j'ai des responsabilités financières. Je suis à des années-lumière de pouvoir avoir un train de vie que je vois sur les réseaux sociaux de plein de gens. Tu sais, un hélicoptère, un bateau, moi, c'est complètement... c'est pas dans mes valeurs, mais c'est même pas dans mes capacités. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui a acheté un bateau. Son 3 voisins, ils ont acheté un bateau 6 000 $. Ça se justifie. 2 000 $ chaque, puis ils ont un bateau, puis ils font du ski nautique. Ils n'ont pas plus de plaisir ou moins de plaisir que le voisin qui a un bateau à 150 000, mais ils ont un bateau. Fait que tu vois, c'est à la hauteur. Mais c'est très difficile d'expliquer à ton enfant que le monde fiscal puis le monde réel de la vie, c'est que les affaires que tu vois sur TikTok, il y a plein d'affaires inventées là-dedans. 2, il y a des gens qui se font payer. Tu sais, je connais des gens qui font des reportages de voyage. Ils sont payés par les compagnies pour les faire. Mais ça ne représente pas du tout leur richesse personnelle. Tu sais, je peux être une influenceuse de voyage ou un influenceur de voyage,
puis d'aller faire un voyage qui coûte 10 000 ou 5 000, j'ai pas les moyens de me le payer personnellement, mais on me le paye. Mais j'arrive chez nous, après ça, je suis dans mon condo, puis tu vois pas dans mon train de vie la différence, ou dans mon immeuble, ou dans ma maison de banlieue. La richesse sur Internet, c'est un mirage. Je sais pas comment dire aux gens comment se protéger contre ça, sauf d'expliquer à leurs enfants ce que c'est. Puis je vais donner un exemple bien simple. Tu sais, juste les cellulaires à l'école secondaire. Comment tu veux expliquer à ton enfant que 2000 $, ça n'a pas de bon sens pour un téléphone, puis que ceux qui en ont dans ta classe, c'est peut-être parce que leurs parents ont un avantage d'entreprise dont ils parlent pas, ils ont un héritage, ils ont un cadeau des grands-parents, ou ils ont complètement une folie financière. Mais moi, mon gars a mon vieux cellulaire usé. Puis c'est pas mal mon plan d'affaires avec lui, tu sais. C'est ça. Pourquoi j'achèterais un iPhone 15? Je m'en paye même pas. Tu sais, je me paye un iPhone récent, mais je ne vais pas y payer à lui qui gagne zéro. Un téléphone de 1500$, ça n'a pas de sens. Tu sais. Puis, pour rester sur le sujet des réseaux sociaux, justement, est-ce que les gens se demandaient, est-ce qu'il y a vraiment des réelles conséquences financières? Exemple, ça va être plus dur d'obtenir un prêt ou acheter une maison quand tu as un compte OnlyFans? Il paraît que oui, parce que la banque, elle peut juger ton mode de vie. Elle peut prêter, tu sais, elle peut dire telle industrie, je ne prête pas, mais là, il faut faire attention aussi. Quand quelqu'un dit les banques ne veulent pas me prêter, on ne connaît pas l'ensemble du dossier. Tu sais, puis je vais prendre un exemple fictif, là. Mettons que moi, je fais du OnlyFans, ça n'arrivera pas, là, on s'entend. Mais on ne sait pas avec qui je me tiens. Est-ce que j'ai eu des activités avec des gens du crime organisé? Donc, c'est pas le fait que je fasse d'OnlyFans le problème, mais c'est le fait que mon passé personnel, tu sais, je sais pas ce qui se passe dans la vie des gens qui parlent, tu comprends? Mais, chose est certaine, c'est que OnlyFans, c'est très challengeant pour les gens comme moi, puis les gens de la vieille garde, disons-le. Disons-le, il y a beaucoup de contenu là-dessus qui j'imagine qui est pornographique, et donc, t'as des gens qui gagnent plus sur OnlyFans par mois qu'un adulte va gagner à son année. Et c'est comme si on court-circuitait, tant mieux pour les gens qui le font, qui font de l'argent, parce que dans le fond, ils court-circuitent tous les intermédiaires qui avant se prenaient de l'argent. Puis là, ça va plus à eux, puis à la plateforme. Mais, écoute, moi, quand je vois des salaires de 10, 15, 20 000 par mois, je dis, c'est surtout, mais qui sont les personnes qui payent? C'est surtout ça, moi, c'est ces gens-là pour qui j'ai un problème. C'est pas les gens qui en gagnent. C'est de dire, toi qui es chez toi, qui envoie 500 $ de pourboire à une personne parce qu'elle t'offre du contenu, je cherche à comprendre ce qui te pousse à faire ça. C'est plus ça. Parce que ça, je le comprends pas. Je vais t'avouer que je comprends pourquoi il y en a qui le font, là, mais je veux dire, il y a une question de personnalité puis d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui te connaît, je sais pas. Mais ça n'a pas de sens de passer ta paye pour donner à quelqu'un que tu sais très bien que son but, c'est de faire de l'argent. C'est pas de devenir ton ami. Là. C'est une relation d'affaires. Mais ça, c'est le choix de chacun. C'est comme consommer d'autres biens. Un sac Yves Saint-Laurent, disons-le, pour moi, c'est cher. Puis c'est beaucoup d'argent donné à Yves Saint-Laurent. Mais en même temps, si la personne que j'aime veut un sac Yves Saint-Laurent, puis que c'est le but de sa vie, puis qu'à un moment donné, on a assez de moyens pour ça, mais pourquoi pas? T'sais. Je comprends. Puis le prochain phénomène qu'on voit aussi beaucoup sur TikTok, les MLM. Est-ce que vous êtes pour ou contre les MLM? Je suis ni pour ni contre. Parce que un modèle d'affaires... Tu sais, on dit les MLM. Je te donne un exemple. Je suis dans le milieu bancaire. J'ai des objectifs. Je dis, moi, hypothétiquement, j'ai des objectifs. Puis à la fin de l'année, on me donne un bonus. Est-ce que j'ai une rémunération en fonction de mes ventes? Oui, pourtant, je donnais du conseil. Bon. Si je vends du Tupperware, puis qu'on me rémunère en fonction du volume de Tupperware que je vends, puis du volume que mes gens que j'engage vendent du Tupperware aussi, vendent. Puis on dit, c'est pyramidal. Non, c'est pas pyramidal. Je te donne du revenu en fonction de ce que tu gagnes, puis les gens que tu as recrutés, puis un pourcentage. Là où le MLM, le multi-level marketing, devient un problème, c'est lorsque tu fais de l'argent en recrutant du monde plus qu'en vendant du stock. Là, ça devient un enjeu difficile parce que là, c'est plus le stock vendu, c'est le nombre de monde que tu recrutes puis que le paiement initial qu'ils font. Ça, c'est des MLM qui frôlent le modèle pyramidal. Mais la majorité des grandes bannières, je suis pas contre. Le problème, c'est si vous faites des calculs mathématiques, s'il faut que je recrute 8 personnes qui recrutent 8 personnes, puis 8 personnes, les mathématiques exponentielles nous disent quelque chose. Si t'es pas en haut du système,
ça va être très difficile pour toi de vivre. Puis c'est ça mon point. J'avais fait sur TikTok une vidéo pour montrer comme... Mais ça va prendre beaucoup de millions de personnes. Ah oui, j'avais vu le calcul. Ben c'est ça. Donc, dans le fond, souvent, ce qu'on voit, c'est le succès de la personne qui était dans les premières de sa branche ou de son travail. Puis que là, elle donne espoir aux autres en dessous, mais les autres en dessous, ils n'ont pas le charisme. Il leur manque des attributs personnels et des avantages et des capacités pour atteindre le niveau de l'autre. Donc, on a beaucoup de compagnies, je ne vais pas nommer parce que je ne veux pas de poursuite, mais il y a beaucoup de compagnies de produits naturels, d'huile essentielle, de shakes, qui ont été à la mode puis qui sont disparus. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, on devant un rêve, puis le rêve ne se réalise pas. Moi, je dis, si tu fais ça pour le plaisir, puis que ça t'apporte un peu d'argent, puis tu es content, contente, puis ça donne de la flexibilité, c'est correct. Mais sais-tu qu'est-ce que je pense qui est arrivé? C'est qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont arrivées avec la possibilité de faire du télétravail maintenant. Donc, l'avantage principal du multi-level marketing, ou du marketing à multipalier, c'était d'avoir une vie autonome. Là, il y a plein d'entreprises qui te le permettent. Donc, ça les rend moins concurrentiels. C'est quoi votre position sur la crypto? Bon, là, je vais prendre un verre d'eau. Plusieurs. Première position, il y a beaucoup plus de projets de crypto que de possibilités de crypto qui servent réellement à une utilisation opérationnelle ou transactionnelle. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'argent en crypto qui va se perdre. Okay? Puis il y a beaucoup d'argent qui va se faire. Et donc, si tu mets sur une crypto-monnaie qui a pas de contrôle, qui a une mauvaise gestion, que le produit s'effondre, tu vas t'effondrer. Il n'y a pas de garantie. Ça, le risque est élevé. Deuxièmement, c'est extrêmement volatile. Moi, j'ai vu le Bitcoin passer à 20 000 plantés, remonter à 70 000 plantés. Tu sais, je l'ai vu bouger. Et donc, si tu es capable de prendre du risque sur des actifs, que ce soit les cryptos ou autres, good, parce que ça fait partie d'une bonne stratégie de différenciation. Maintenant, c'est sûr qu'il y a il y a toujours des gens qui font de l'argent quand c'est ce qu'on appelle les early adopters, les premiers adoptants d'une technologie ou de quelque chose qui devient populaire. Mais ceux qui ont réussi, ils ont cru et ils croient encore, mais il y a toujours un risque. Ce n'est pas une monnaie comme les autres, si on veut définir ça comme monnaie, c'est plus un actif électronique qui est très énergivore et qui n'est pas tangible. Je te donne un exemple. Moi, quand j'achète des actions d'une compagnie comme Apple, j'achète le droit de toucher une scène chaque fois que tu achètes un produit Apple. Je dis une scène, c'est pas la fraction. Ça, pour moi, c'est tangible, même si c'est intangible. La crypto, c'est que j'ai droit à la plus-value s'il y en a, puis j'ai droit à la moins-value s'il y en a. Simplement. L'autre point bien important avec la crypto, c'est que beaucoup d'arguments viennent du genre « le dollar perd de la valeur, un bitcoin vaut toujours un bitcoin ». Moi, je vous répondrais « une action de la Banque Royale vaut toujours une action de la Banque Royale aussi ». C'est comme me dire « une maison vaut toujours une maison ». Mais s'il y a de l'inflation, ma maison qui était 1 million va valoir 1,5 million en gardant sa valeur. Donc, je me fous que le dollar perde de la valeur. Si mon actif prend de la valeur dans cette même devise-là, je suis couvert contre l'inflation avec des actifs. Donc, que tu achètes de la crypto, des actions de la Banque Royale, des actions d'Apple ou de Berkshire Hathaway, tu achètes des actifs qui te génèrent soit des liquidités, soit de la plus-value. Alors, moi, la seule affaire, je dirais, c'est que je ne mettrais jamais 100% de ma fortune là-dedans, comme certains peuvent faire. Moi, personnellement, je serais peut-être prêt aujourd'hui à mettre un 5% de mon actif là-dedans, mais ça ne changerait pas ma vie. Il faut que tu fasses Ce qui est attirant dans ces cryptos-là, c'est de faire un coup de circuit. Un coup de circuit, il faut que tu sois au bon moment quand c'est bas, puis tu vendes quand c'est haut. J'ai encore de la misère à vivre le fantasme de ce que certains voient dans la crypto, c'est-à-dire un monde à l'extérieur du monde bancaire, déréglementé, ouvert à tous, puis que c'est le free-for-all. Je vois pas ça. Je vois très peu de succès, puis je vois beaucoup de gens... Tu sais, à un moment donné, je donne compte une anecdote. J'allais à un café, OK? La serveuse, elle me dit, la barista, elle me dit « Ah, moi, j'ai tout mis en crypto. » Je dis « C'est beaucoup de risques, tu sais, pour quelqu'un qui commence dans la vie, tu sais. » Elle dit « Ouais, mais moi, mon frère, on s'est payé du luxe avec ça. Ah, » Fair enough. 2 mois plus tard, ça a planté, là. Solide, tu sais. Et tant qu'elle n'a pas besoin de l'argent tout de suite, c'est cute, mais si la personne a besoin de l'argent dans le prochain mois, là, elle vient de perdre sa valeur, puis là, elle n'a plus l'argent. Moi, j'ai besoin de faire du rendement. Donc, j'ai plus une mentalité à la Berkshire Hathaway un peu, puis c'est peut-être mon côté plus conservateur.
Je dois comprendre comment se fait l'argent. Si la valeur n'est juste basée sur le fait que ça me prend quelqu'un qui paye plus cher que moi puis qui croit plus que moi pour que la valeur monte, tu sais, j'achète pas des dollars canadiens puis j'achète pas de l'or. Alors, les bitcoins, c'est un peu ça, c'est de croire en la plus-value de la monnaie en disant il y a juste 21 millions de bitcoins, donc ça va toujours prendre la valeur. Je tends aussi longtemps que les gens en veulent. Donc, ça, c'est une crypto-monnaie qui est plus sérieuse, mais des projets de crypto, il y en a des centaines. Donc, il n'y a pas assez de pays dans le monde pour justifier rationnellement que ça va être utile tout le temps. Donc, pour l'instant, je ne touche pas à ça, je n'ai pas besoin. Okay. J'ai assez d'argent pour faire un coup de circuit là-dedans, là, je pense. Okay. Enfin, vous n'êtes pas contre, mais c'est pas... Je suis pas contre, mais je comprends pas le côté religieux de la chose. C'est-à-dire, je comprends pourquoi ça existe, je comprends le système parallèle, la déréglementation, le côté un peu à part du système, puis l'espèce de liberté, puis le fantasme théorique qu'on fait du peer-to-peer, puis que je comprends tout ça. Je comprends aussi que la valeur monte en fonction qu'il y a des gens qui investissent. T'sais. C'est juste que si je suis pas prêt à prendre le risque de volatilité qui va avec, ben ça veut dire que je suis pas intéressé à en investir. Pour l'instant, moi, j'en ai pas. Mais je vais sûrement en avoir pour plein de raisons. Un, si ça devient généralisé, les entreprises dans lesquelles j'ai des actions vont transiger dans ces crypto-monnaies-là ou vont avoir des actifs en crypto-monnaie. Donc, je vais être exposé aux crypto-monnaies à même mon portefeuille d'actions sans le savoir. Ou mon portefeuille de fonds mutuels ou indiciels ou peu importe. Là. Ou mes paniers d'actions, peu importe. Et donc, un jour ou l'autre, si les crypto-monnaies deviennent si généralisées que ça, c'est pas vrai qu'il va y avoir ceux qui y ont cru puis ceux qui n'y ont pas cru. C'est qu'on va tous les utiliser quelque part ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas... Il y a des gens qui se prennent comme des Jésus et qui disent « c'est binaire ». Il n'y a rien de binaire dans la vie. T'sais. Voilà. Super. Ensuite, ah oui, c'est que les gens ils disent que, là c'est un peu une généralisation, mais que les jeunes sont moins prônes à aller faire des travaux un peu qui sont moins passionnants, qui sont moins le fun entre parenthèses. Est-ce que tu penses que c'est mieux de trouver un travail qui nous passionne puis qui nous permet de rêver un petit peu mais faire moins d'argent, ou c'est mieux d'opter pour une carrière qui est moins passionnante mais qui est plus stable? Ben, il n'y a pas de bonne réponse parce que je vais donner un exemple. Tu sais, toute personne qui a fait un travail non payant, mais qui l'a transformé en travail payant, a été la personne talentueuse qui a eu la bonne idée ou qui l'a bien marketé dans son domaine. Donc, je pourrais te dire que être peintre, c'est pas vraiment payant, mais je pourrais te parler de Marc Séguin. Ah, contre-exemple. Parfait. Je pourrais te dire que faire des comptes, c'est pas payant, mais je vais te parler de Fred Pellerin. Tout va bien. Je pourrais te dire qu'être cracheur de feu, c'est pas un métier d'avenir, mais je vais te parler de Guy Laliberté. Hein, ça va bien quand même. Je pourrais te dire que, de faire des petits jus pressés à la main puis de vendre ça, c'est pas avoir un avenir, mais je pourrais te parler après ça de loupe. Donc, je pourrais te parler de vouloir vendre des bâtons de golf usagés, c'est bien drôle d'idée sur Internet, mais il y a des étudiants de HEC de Montréal qui ont fait ça, puis il y en a un en tout cas, avec ses amis, puis regarde aujourd'hui, ils sont rendus où? Là? C'est rendu une entreprise de plusieurs millions de dollars de ventes par année avec Gulf Avenue. Donc, je pense que quand tu crois en quelque chose, que tu y mets efforts puis que ça fonctionne, tout peut fonctionner à peu près, mais il y a des choses qui disons, qui sont plus difficiles. Si tu veux te partir de microbrasserie aujourd'hui, tu es comme 20 ans en retard. Il y en a eu beaucoup, fait que t'es mieux d'avoir une maudite bonne idée et puis un bon marché. Mais je ne vais pas décourager personne d'étudier dans un domaine mais c'est sûr que on vend beaucoup aux jeunes l'idée que faut que ton travail te passionne, puis faut être ambitieux, puis être successful, puis réussir. Ben non, tu as le droit de vouloir une vie bien correcte aussi, puis ceux qui se vendent de réussir vont peut-être pas réussir, puis ceux qui ont peur de se planter vont peut-être réussir. Mais c'est sûr que les réseaux sociaux te vendent comme si tout était beau, facile, incroyable, puis personne ne va parler. C'est bien rare les gens qui parlent de leurs échecs. Il y en a de plus en plus, je trouve ça bien. Tu sais, les podcasts de gens qui viennent de parler de leurs échecs, tout ça. Mais avant de te payer une Lamborghini, il faut que tu sois riche. Hein. Excuse-moi, il faut que tu sois riche, là, pas à peu près. Donc, si tu aspires à ça, tu vas être malheureux parce que c'est vraiment une infinité de personnes qui ont ça. Fait que, je suis la mauvaise personne en plus pour te parler d'opulence des réseaux sociaux. J'y crois pas. Je trouve tout le temps la bullshit derrière ce que je vois. T'sais. C'est facile de te montrer en voyage puis prendre des photos devant une piscine infinie dans un pays riche, mais c'est quoi ton actif réel? Il n'y a jamais personne qui nous montre leur compte de banque, leur actif, leur passif. Sauf les gens qui sont très, très, très riches. Là, ils vont commencer à en parler. Ah, je vois une coupe de 10 millions. Ça. Mais entre les deux, la vérité, on n'a jamais les états financiers.
Puis parlant de Lamborghini, vous pensez que faut que ton véhicule, ça soit combien de pourcents de ton salaire? Le salaire, pour moi, c'est un mirage. C'est plus... Ton actif, là, il est à combien? Si tu as 10 000 d'actifs et tu as une voiture de 50 000, pensons-y. Tu as 10 000 d'épargne, même si tu gagnes 100 000, 200 000 par année, si tu as juste 10 000 d'épargne, c'est ça ta véritable richesse. C'est pas ton 200 000. Ton 200 000 par année, c'est ton potentiel d'épargner. Et donc, comment tu me justifies que tu trouves ça irrationnel d'épargner 10 000 par année, mais que tu trouves ça rationnel d'acheter une voiture de 50 000 qui va durer 10 ans? J'essaie de comprendre la logique. Fait que c'est là que je te dis, c'est que faut que la voiture, quand elle devient plus de luxe, ce soit pas un impact sur ta décision financière après. Je te donne un exemple. J'ai toujours eu des voitures usagées jusqu'à l'année passée. En fait, cette année, en 2023, là, en janvier-avril 2023. Puis parce qu'une voiture électrique usagée, c'était plus complexe dans ce temps-ci à avoir. Mais quand j'y pense, une fois que je l'ai, là, je dis, hey, moi, c'est le plus loin que je vais aller. Là, j'ai une voiture qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars. Je peux pas aller plus loin dans ma tête rationnellement. C'est une fraction de mon salaire. Mais le coût mensuel, je vois un coût de renonciation. Tu sais, si tu payes 2000 $ par mois de voiture, je te comprends pas, là. À moins que tu sois vraiment riche. Parce que c'est 2000 $ que tu n'investis pas ailleurs. Fait que c'est un peu ça ma mentalité, c'est de dire, est-ce que j'ai fini de payer des affaires plus importantes? Non, alors la voiture, c'est le fun. Moi, j'ai un beau petit luxe présentement, là, puis c'est bien correct. Mais c'est pour ça que, tu sais, avant de te payer une voiture que tu sors juste l'été, là, faut que tu sois riche, à peu près. Donc, le salaire, pour moi, ce serait c'est plus, faut que tu sois multimillionnaire en actifs pour te payer ça. OK. Je comprends. Selon ma vision. Oui, oui. Parce que tu peux très bien aller t'as loué ça, puis t'as acheté ça à crédit, puis personne ne va le savoir. Puis, dans les questions, les réseaux sociaux reviennent énormément de fois. Les gens se demandaient, est-ce que c'est encore réaliste, selon toi, encore une fois, de gagner sa vie 100% des réseaux sociaux? Alors, exemple, soit avoir un podcast, soit être sur YouTube, soit être sur TikTok. Toi qui fais un podcast, ouais. Vivre d'un podcast, est-ce que tu trouves ça réaliste à long terme? Mais moi, c'est pas mon objectif. Non, mais tu penses, selon comment tu vois les coûts de production... Non, mais... Je pense que non, parce que moi, je le fais vraiment juste parce que j'aime mon podcast puis j'aime apprendre et tout. Puis si je break even, moi, ça me dérange pas. Fait que je mets pas en place les moyens pour... Je comprends. Mais je pense pas que c'est possible. Ben, tu vois, regarde des podcasts. Oui, c'est possible. Je te donne un exemple. Je vais vous donner des exemples au Québec bien réussis. Les Denis Drolet gagnent très, très bien leur vie avec leur podcast. T'as des abonnés qui payent par mois. Mike Ward gagne très bien sa vie avec Sous-Écoute aussi. Et donc... Je pense que ça, c'est des exemples de gens qui ont une très grande valeur marchande, qui ont assez de gens qui les suivent et payer un petit montant. Je ne crois pas, par contre, que des abonnements plus chers que Netflix par mois, ce soit intelligent de penser qu'il y a assez de gens qui vont payer à long terme pour ça. Donc, tu peux pas fournir autant de... Tu peux pas battre Disney+, Netflix, Crave puis Prime Video avec ton coût. Et donc, il faut que tu sois vraiment pas cher si tu charges aux abonnés pour du contenu exclusif. Deuxième chose, tout est une mode. Fait qu'il faut que tu acceptes que ça fait partie d'autre chose ou que ça fait partie d'un moment de ta vie. Mais oui, c'est possible, mais pour une infinité de personnes. Maintenant, après ça, oublions que c'est l'Internet. Les réseaux sociaux, c'est un canal de diffusion. Et donc, c'est comme gagner sa vie avec la télé aujourd'hui, ça ne sera plus possible dans le futur. Gagner sa vie avec la radio, ça pourrait très bien être la radio en podcast un jour. T'sais, ça dépend toujours qui paye, comment et pourquoi. Mais je trouve que c'est beaucoup de rêve de penser que juste de parler de tes fins de semaine, puis de ton ami, puis comment est ta vie sexuelle, de penser que tu peux vivre de ça. C'est très Kardashian style, là, mais faut pas oublier, puis je dis souvent aux gens, regarde, les Kardashians sont partis de rien. Attention, reculons, là. On part de la famille, on part de la mère, on parle de Bruce Jenner à l'époque, Caitlyn, on parle d'un avocat lié, tu sais, on parle d'une famille établie qui a marketé sa valeur, son image. Puis là, c'est devenu comme la nouvelle noblesse, c'est devenu comme la cour, c'est devenu l'époque de Marie-Antoinette. On veut regarder ce qu'ils vivent. Puis là, ils lancent des produits, puis les adolescentes achètent. Donc, c'est un système qui maintenant qui se nourrit de lui-même, mais c'est un exemple. Mais, tu sais, je dis, créez-vous une valeur d'une façon ou d'une autre, puis que ça soit en podcast ou sur Internet après ça. Ça se développera, mais je ne pense pas que, par exemple, aujourd'hui, on puisse bâtir des entreprises en se souciant de l'image. C'est tellement différent d'avant. Je donne souvent l'exemple de PC Jolicoeur parce que je trouve ça fantastique. Le gars vendait des autos, il vendait des meubles,
Il vendait de l'électronique. Puis, à un moment donné, il a pris juste un sujet un petit peu plus adulte ou long terme, courtier hypothécaire. Et là, il fait des vidéos où il fait du storytelling sur comment il vulgarise. Et c'est tellement bien fait que ça devient viral. Puis là, tu l'écoutes, tu les réécoutes, puis là, tu as l'impression de le connaître. Alors moi, ce que je trouve avantageux des réseaux sociaux, c'est une vraie business, mais qu'il y a quelqu'un qui réussit à mieux marketer tout ça que d'autres. Donc lui, je trouve qu'il réussit une chose, c'est qu'il y a une vraie business de courtage hypothécaire, mais il réussit à attirer des clients en faisant de la vulgarisation honnête, pas rêveur, et en montrant les cas qu'il voit. Donc, même s'il n'a pas 50 ans d'expérience, il montre qu'il travaille fort, tu as l'impression de le connaître, puis tu as envie de l'appeler, donc il a gagné son pari. Mm-hmm. Donc ça, c'est un exemple. Tu fais des réseaux sociaux, ça te donne une valeur, mais tu as une vraie business à côté. T'sais. Puis là, je sais que tu l'as abordé au podcast 5 à 7, mais les gens, c'est comme un débat que j'ai vu en regardant sur TikTok. Les influenceurs, quand ils reçoivent des cadeaux, ils reçoivent souvent des colis, est-ce qu'il faut vraiment qu'ils déclarent tout? Ou c'est juste les services qu'ils ont reçus? Comment ça fonctionne? On va y aller froidement, puis il y a une émission de l'autre, parce qu'à l'enquête McSween, on a fait une émission là-dessus, puis on a accueilli une avocate qui nous a expliqué la fiscalité qui venait pas de ma bouche, mais de quelqu'un dont c'est le travail, donc c'était le fun. Donc, regarde, si moi, là, je suis influenceur ou une personnalité publique, puis qu'on m'envoie un livre non sollicité, je ne vais pas déclarer 22$ de livre, j'ai reçu un bon outil promotionnel, je le regarde, je le lis, mais on me l'a envoyé dans le cadre de mon travail. Quand ça devient imposable, c'est quand on te rémunère comme ça. C'est comme je te dis, mettons, regarde, on va signer un contrat, là. Tu vas parler de Bro et Martineau ou d'une entreprise de meubles, puis en échange, on va donner 5000$ de meubles. Et là, c'est ce qu'on appelle au niveau fiscal un contrat échange. Donc, Bro et Martineau, normalement, tu aurais été acheter les meubles, puis toi, tu aurais été rémunéré. C'est pas parce que tu élimines le cash entre les deux, parce que tu nettes la transaction, que c'est pas imposable. Donc, ça, c'est imposable. Maintenant, il y a des zones grises. Tu es une personne qui fait du voyage d'influence, puis là, tu arrives, tu t'en vas à Cancun, puis là, l'avocate, elle me donnait l'exemple. Tu serais allé en avion, tu aurais défrayé ton billet d'avion. Puis là, on t'upgrade en première classe ou on te fait y aller en jet privé. Tu n'aurais jamais payé ça personnellement, mais on te le donne pas pour te rémunérer, mais un peu. En même temps, tu te dis, regarde, est-ce que j'ai vraiment fait un contrat d'échange, donc un vol en jet privé contre la pub? Non. C'est plus, j'ai eu un vol en jet privé pour me rendre où j'avais un contrat avec eux, mais ils m'ont donné comme un petit plus, mais je devrais-tu m'imposer sur 42 000$? Ben non, ça n'a pas de sens. Je veux dire, j'ai pas les moyens de payer ça, puis j'ai pas bénéficié de quelque chose en échange qui vaut 42 000$, mais on me l'a offert quand même. Donc, il y a cette espèce de zone grise-là, mais très clair, là, facile, là, puis je vais donner un exemple, parce que là, je suis en train de me perdre, là. Moi, quand je vois un artiste ou une personnalité publique dire merci aux cuisines un tel pour la belle cuisine, ou que je fais un tournage à quelque part, puis je garde, ta cuisine, elle t'a coûté 10 000 au lieu de 60 000. Tu as été rémunéré pour en parler, tu as un contre-échange. Moi, je veux voir ça dans ta déclaration de revenus. C'est un contrat d'échange. Tu n'aurais jamais parlé de cuisine X si jamais on ne t'avait pas donné une cuisine de 50 000. Donc ça, c'est un contre-échange qui doit être imposable. Si tu m'envoies une palette de chocolat ou un pot de sauce non sollicité, je m'en taponne. Tu comprends? Fait que c'est là la nuance bien, bien importante. Okay. Donc si on résume, excuse-moi, je fais pas des réponses longues, là, mais non, c'est parfait. En gros, si tu as une entente avec une entreprise pour te faire payer en biens ou en services, en échange d'un très clair, c'est supposé être à la juste valeur marchande. C'est supposé être imposable. Point. Si je reçois comme chroniqueuse culturelle ou chroniqueur culturel des livres d'un éditeur, c'est pour que je les lise pour mon travail. Je ne vais pas m'imposer là-dessus. Fait que tu vois la nuance? Mm-hmm. Comme moi, par exemple, je n'ai jamais bénéficié de quelque chose qui aurait pu être imposable. Tu comprends? On m'a jamais... Parce que moi, je perdrais toute ma crédibilité, anyway. Fait que moi, j'ai jamais accepté ça. Mais on m'a déjà demandé, je vais t'en raconter une bonne. Maintenant, on m'a déjà dit, peux-tu faire un post pour notre compagnie? On va te donner 4 pots de sauce à spaghetti. J'ai dit, ça va, ma vie vaut plus cher que 4 pots de sauce, puis je vais m'en acheter moi-même. Mais ça aurait été techniquement imposable parce qu'on m'a renvoyé 4 pots de sauce contre une publication Facebook. Donc, j'aurais dû dire, j'ai eu 20$ de sauce contre une publication. C'est ridicule. Mais tu vois, ça aurait été une entente très claire. Même si c'est pas écrit, c'est tacite. T'sais. OK. Fait que si c'est comme un échange, une entente, là, il faut le faire. Mais si c'est non sollicité puis c'est juste des choses que tu reçois. Là... Mais dans le fond, vas-y à l'envers. Est-ce que tu aurais demandé à être rémunéré en échange? Si oui, puis que tu as accepté d'être rémunéré en divan à la place, mais ton divan est imposable. OK.
C'est très, très simple. Donc, les influenceurs, c'est pas vrai qu'ils s'en sauvent. Si tu te fais fournir une voiture légalement, tu es supposé être imposé dessus. Puis ça dépend des passe-passe que les gens font. Je te dis pas qu'ils s'imposent tout dessus. Mais je te dis que le fisc est très après ces gens-là présentement. Si vous êtes très, très connu, puis que vous êtes dans la mire du fisc, puis vous dites que vous faites 100 000, 200 000, 300 000 par année, puis que vous êtes tout le temps en train de vous montrer avec des biens puis des services, des contre-échanges, votre déclaration de revenus est mieux de balancer avec votre vie affichée sur Instagram. Super. Puis, c'est quoi les principaux défis économiques que tu observes actuellement? Puis comment tu penses que ça pourrait influencer le quotidien des Québécois? C'est large. Principaux défis, taux d'intérêt. C'est sûr que taux d'intérêt, comprenez là, que, par exemple, vos parents, vos amis qui sont jeunes, qui ont acheté une maison, qui arrive à un renouvellement hypothécaire cette année ou l'année prochaine, vont voir leur coût d'hypothécaire doubler par rapport à quand ils ont négocié leur prêt hypothécaire. Ton taux d'hypothécaire, c'est vraiment majeur, ton coût par mois. Tout ton grévé par mois repasse à la maison. Donc, tu as la même maison qui te coûtait 1 500 par mois, elle est rendue à 2 000, 2 500, 3 000 par mois, puis tu n'as aucun plaisir de plus. Donc, ça, c'est vraiment le défi pour le réel qui touche les familles. Bon, l'inflation, ça va avec. Là, on s'entend que les coûts de la vie augmentent. Mais moi, ce que je trouve vraiment que le mur qui s'en vient, c'est l'avenir. L'avenir écologique, l'avenir climatique, l'avenir intelligence artificielle, l'avenir d'automatisation. Pendant que nous, les Québécois, on vit gras dur sur un certain confort, tu as des populations en Chine, en Inde, qui travaillent bien plus que nous autres, mais vraiment plus que nous autres, pour arriver dans la vie, pour se faire une place, puis ils vont nous dépasser à vitesse grand V, que ce soit à la fabrication automobile, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, à tous nos équipements électroniques, tout ça. On est en train non seulement de voir des sociétés évoluer plus vite que nous, mais d'être plus travaillantes que nous. C'est sûr que je parle de l'air des Lucides de l'époque, quand il avait sorti le manifeste des Lucides, mais on est comme des gens qui dorment pendant qu'une autre portion de la planète ne dort pas. Puis, je me demande quelle va être la place de mes enfants dans ce monde-là. Est-ce que le confort nord-américain va être le même? On est privilégié, puis on s'en rend pas compte. Puis je pense que même si tu n'as pas voyagé dans ta vie, si tu regardes un peu d'images, puis tu regardes un peu des documentaires, puis tu lis un peu sur ce qui se passe dans le monde, tu sais, on a des vêtements, on est éduqués, on peut se loger, on peut se nourrir, puis on a même des loisirs. Et que, je sais pas, je trouve qu'on regarde le train passer, puis ça me fait peur. Mm-hmm. Fait que le défi il est financier, mais il est aussi sur l'effort qu'on est prêt à mettre pour garder ce privilège-là. Puis, c'est quoi les avantages des taux variables et les taux fixes? Ouais, hypothécaire, tu veux me dire? Oui. Taux variable. Si jamais tu casses ton hypothèque, ton prêt hypothécaire, parce que tu vends, tu te sépares ou peu importe, tu vas payer 3 mois d'intérêt de pénalité. Si tu casses un taux fixe, tu vas payer une pénalité en fonction de l'argent que tu fais perdre à la banque selon un certain calcul. Et donc, quand tu prends variable, tu es plus frivole, tu es plus libre. Moi, je suis variable pour ça. Si je dois vendre ma maison, je paie moins de pénalité ou la pénalité est moins monstrueuse. Deuxièmement, tu as le risque de l'avantage. Si tu prends taux fixe, 5 ans aujourd'hui, puis que tu payes 5,5, 6, peu importe, 5 ans, ben, tu vas payer pendant 5 ans moins de payer la pénalité pour avoir ce contrat-là. Mais si les taux baissent de 2%, tu vas continuer à payer ton 5, 6 quand même. Quand tu prends le taux variable, tu fais exactement ce que j'ai vécu. Tu vas passer de 1,5 à 6,5 si ça va mal, mais quand ça va redescendre, tu vas en profiter aussi. Puis je vais te donner une situation qui est un peu moins ambivalente que les gens présentement voient. Pendant la crise covidienne, disons-le, peu de gens en ont parlé, mais le taux directeur a baissé à 0,25, là. Donc moi, qui étais déjà variable, qui payais déjà un taux que j'aimais, j'ai quand même bénéficié pendant plusieurs mois d'une baisse de taux. Là, je paye le prix, puis je paye vraiment plus. Mais j'ai eu un rabais du variable aussi. Donc le variable m'a donné cet avantage-là. J'ai eu 500$ de plus dans mes poches pendant quelques mois en plus, là. Cet argent-là, je le paye bien plus aujourd'hui, mais tu sais, ça donne une idée. Le fixe, c'est juste que ça te sécurise. Donc, le fixe, c'est fait pour les gens qui ne peuvent pas varier de paiement. Le variable, c'est pour les gens qui veulent avoir plus de liberté puis qui veulent profiter des descentes puis qui sont prêts à assumer le coût des hausses. Comme moi, présentement, je paye le prix des hausses. Ça me coûte très cher. Mais tu ne peux jamais être
parfaitement timé. Puis moi, je suis de l'école qui dit que le variable sur une vie est plus payant que le fixe. Donc, la seule chose que je dirais, c'est que peu importe votre choix fixe ou variable, négociez solide quand vous le signez parce que peu importe votre choix, vous aurez négocié le meilleur taux pour vous. Mais, tu sais, présentement, je paye 6,5 variables parce que j'ai prime moins 0,70. Je pourrais très bien payer 6 si j'acceptais, ou moins de 6, bien moins de 6 présentement si je voulais faire 5 ans fixe. Mais j'en veux pas du 5 ans fixe. Donc, je paye le prix. Je paye volontairement 1% trop cher présentement parce que je veux pas de fixe. OK. Prochaine question. Comment faire pour bien utiliser sa carte de crédit, surtout quand tu es jeune, pour vraiment maintenir un bon crédit? C'est quoi tes top conseils? 1, quand tu es jeune, ben, si tu veux pas t'endetter et pas être capable de payer ta carte de crédit, c'est de dépenser juste ce que tu as pour vrai. Quand tu es jeune, tu te bâtis un dossier de crédit. Dis-toi, est-ce que j'aurais pu utiliser ma carte de débit? Si la réponse c'est oui, c'est correct. Okay. Deuxièmement, sachez que de ne pas faire le paiement minimum, ça scrape ton dossier de crédit, mais de laisser un solde, ça ne scrape pas le dossier de crédit. 3, sachez que quand vous utilisez une carte de crédit dans un guichet automatique pour retirer de l'argent, c'est considéré une avance de fonds. L'intérêt court à partir du moment 0, dès que vous retirez l'argent. Donc, il ne faut pas faire ça. 4, il ne faut jamais... une carte de crédit, sachez que même si tu as un solde de 2000 $, puis tu payes 1999, tu n'as pas payé le solde au complet, donc tu vas payer l'intérêt sur toute la somme qu'il y avait sur la carte. Parce que tu n'as pas réglé la somme. Donc, le crédit, la façon intelligente de l'utiliser, c'est tu consommes ta carte de crédit, tu prends le financement gratuit qui passe pour quelques jours, quelques semaines, puis tu payes ton solde au moment où tu reçois ton relevé, tu sais. Fait que avant la date finale, puis là, tu vas avoir un super bon crédit. Mais en même temps, as-tu besoin d'une carte de crédit? As-tu besoin du crédit quand tu es jeune? Tu n'es pas supposé d'en avoir besoin, mais utilise-le pour te bâtir un dossier de crédit. Puis moi aussi, une chose que j'ai appris et que j'entends beaucoup de choses dire, c'est que tu es supposé juste dépenser 10% du maximum que tu peux sur ta carte pour avoir un bon crédit. Est-ce que c'est vrai, ça, ou non? Non, en fait, c'est qu'on ne veut pas... Faut pas que tu dépenses... Puis là, faut savoir que c'est une boîte noire. On ne connaît pas la façon que TransUnion ou Equifax détermine notre score de crédit, mais on connaît les grandes lignes. Et le but, c'est de ne pas rester dans le plafond de ton crédit tout le temps, OK? Mais, puis de ne pas utiliser plus que 35 à 50% en moyenne du crédit disponible. Donc, si tu as une carte de crédit à 10 000, si elle est tout le temps à 9 000, ça envoie un mauvais signal. C'est comme si tu n'es pas capable de rembourser. En même temps, si tu ne l'utilises pas assez, tu vas être vu comme quelqu'un qui n'utilise pas son crédit. Fait que la règle du 10%, je ne tiens pas tant que ça, c'est plus que ton solde moyen, tu sais, là, en bas de 35 à 50% de la capacité. OK. Puis, comme jeune, là, laisse-toi pas embarquer par tu rentres au Canadian Tire. Hey, 10% de rabais ou 8% de rabais aujourd'hui si vous prenez la carte de crédit. Même chose dans tous les magasins. Ça va faire une demande de crédit chaque fois dans ton dossier de crédit. Tu veux pas ça contre une serviette du Canadien ou un stylo ou un rabais d'une journée. Je refuse toujours les cartes de crédit. Tu dois en avoir une carte de crédit puis bien l'utiliser. Juste une? Moi, j'en ai 2. Okay. Une d'affaires puis une perso. Parce que, tu vois, en ce moment, c'est la mode, encore une fois, sur les réseaux sociaux, de gens qui disent que, exemple, ils vont magasiner leur carte de crédit, comme ils vont prendre la carte de crédit, exemple, pour avoir des points, genre Aéroplan, puis ils vont la canceller. Comme ça, là, je vais le dire, puis ça va se retrouver partout, là. Prendre des cartes de crédit pour magasiner des points, c'est penser en casser, pas à peu près, là. Parce que dans le fond, là, tu es en train de me dire que tu as une carte de crédit qui donne 1 à 2% de remise sur tes dépenses, puis c'est ça ta gestion financière. T'sais. Prends la meilleure que tu veux selon ton type de dépense, mais prends-en une, puis prends-la au complet. Mais pourquoi tu vas aller chercher 3 cartes de crédit? Tu en as une à gérer. C'est déjà la gestion, prends-en une. Puis moi, j'ai jamais magasiné en fonction des avantages parce que c'est cute, là, mais c'est non matériel sur le budget d'une année. T'sais. S'il faut que tu dépenses 10 000 $ pour avoir 100 $ de rabais quelque part ou 100 $ de carte cadeau quelque part, ou 200, ça veut dire quand même qu'il faut que tu dépenses 10 000. La question, c'est que c'est toujours moins cher de ne pas dépenser que d'avoir des récompenses en points. Et tout ce système de points-là est en train de détruire le commerce de détail parce que c'est les commerçants qui payent ça. Fait que les commerçants, qu'est-ce qu'ils font? Bon, la personne avec sa maudite carte qui donne 2% de frais vient me coûter plus cher sur ma marge, donc il va falloir que je vende mon stock plus cher. Donc, parce que toutes nous autres, on va optimiser nos points et on va payer par crédit, on paye plus cher l'ensemble de nos biens. Donc, le best, moi, mon fantasme, ce serait qu'on ait toute une carte de crédit de base, pas de points. Puis qu'on revienne à un bon vieux système de... Ta carte de crédit, l'avantage, c'est le crédit pendant 1 mois. 21 jours de garde grâce plus le temps de paiement que tu auras. Mais
C'est ça, une carte de crédit. Les points, c'est comme je t'attire dans un magasin puis je te disais, hey, avec l'achat d'une berline, une voiture, je te donne un iPad. Je te dis, mais qu'est-ce que tu vas l'acheter une voiture de 50 000 pour avoir un iPad? C'est comme quand la banque t'offre de changer d'institution financière contre genre 200$ que tu vas gagner dans 6 mois si tu maintiens un solde dans ton compte puis que tu envoies ta paye là-dedans. Puis, tu sais, t'attires du monde qui réfléchissent pas avec des promotions comme ça. Une carte de crédit d'affaires, une carte de crédit personnel. Tu as une carte de crédit d'affaires parce que tu as une compagnie, puis tu as un Inc., là, genre, ou tu as une business, puis tu as une carte de crédit personnelle parce que tu as une vie personnelle. Mais tu n'as plus besoin d'une Visa, d'une Mastercard, d'une American Express. Là, on n'est plus dans les années 80. Là. Elle est acceptée partout, ta carte, là, souvent. Là. Puis comment je fais pour la choisir, justement, s'il y a tellement de choix comme ça? Moi, je vais dans mon institution financière, puis je leur demande quelles sont vos cartes de crédit, puis j'en choisis une. That's it. Tu sais, moi, j'aime ça être en même institution financière, puis ça, c'est vraiment une question personnelle d'anxiété. J'ai un portrait de qui je suis dans une seule image. J'ai pas besoin d'amalgamer un bout à la Banque TD, un bout à chez Desjardins, un bout à National, un bout à Laurentienne, un bout dans les placements à Manuvie. J'ai une place avec qui je fais affaire, puis tout est là. Puis ça, c'est un choix bien personnel. Super. Pour les 10 dernières minutes du podcast, des petites questions courtes. D'accord. Première question, c'est quoi votre conseil pour un jeune entrepreneur? Hey, je suis qui pour donner un conseil à un jeune entrepreneur? Travaille plus fort que le voisin parce que le voisin, quand il va voir que tu arrives avec ton modèle d'affaires, la première chose qu'il va se demander, c'est il me vole-tu des parts de marché? Si oui, comment je peux y garder? T'sais? Donc, on est dans un milieu de concurrence. Quand tu rentres, tu as deux stratégies. A, qu'est-ce que tu offres de plus que les autres? Ou B, qu'est-ce qui coûte moins cher que les autres? Donc, tu as ça une stratégie de différenciation parce que ton service est incroyable, ton produit est incroyable, ou parce que tu es moins cher que les autres, ou que tu es plus efficace que les autres. Mais qu'est-ce que tu offres de plus que le voisin? Si tu n'es pas capable de me répondre en 30 secondes, pourquoi tu existes? C'est dans le fond au niveau d'entrepreneuriat. Mm-hmm. Parfait. C'est quoi pour toi être riche? Ne pas te soucier d'argent. Pas chaque mois quand ça passe. C'est pas de. C'est ça, c'est vraiment. Pour moi, c'est une richesse si tu arrives à ce niveau-là. La richesse, c'est relatif, OK? Tu es toujours plus pauvre que quelqu'un, puis plus riche que quelqu'un. Tu es toujours plus pauvre que quelqu'un et plus riche que quelqu'un d'autre. Fait que la richesse, moi, ça mesure en actif net pour commencer, pas en salaire. Et ça se mesure pas en quel bien tu as, mais quelle liberté tu as. Donc, être riche, c'est être libre. Si tu es libre de faire ce que tu veux, tu es riche. Parfait. C'est quoi ta plus belle réussite? Oh mon Dieu, là, tu vas me rendre quétaine, là. J'ai pas une belle réussite. La vie est une question de chance. Tu as les projets dont tu es le plus fier. Je dirais que d'écrire des livres, ça a été le projet qui me rend le plus fier parce que ça me fait parler à des gens qui me disent que ça a une influence positive sur leur vie. Ça c'est valorisant. Le reste, c'est le fun, ça vient autour, c'est un microcosme, là, c'est un écosystème qui se parle entre lui-même. Là, je fais de la télé, de la radio, tout ça. J'étais prof, j'étais comptable dans les films, j'étais comptable dans les entreprises, mais j'étais consultant. Je suis fier de plein d'affaires, mais de m'en être sorti, d'avoir tiré mon épingle du jeu là-dedans, ça me rend fier. Mais de voir mes enfants vivre des belles petites choses, des fois, c'est niaiseux. Hein? Juste aller faire du ski alpin avec mon fils, puis de le voir être meilleur que moi. C'est niaiseux. Ou voir mon fils qui me bat au ping-pong, puis là, j'ai acheté une table, puis une raquette. Je sais pas. Je suis vraiment fier des petites choses dans la vie. Je suis peut-être trop terre à terre des fois, mais ce qui me rend le plus fier, c'est de mettre assis des mois de temps et d'écrire des livres qui n'avaient pas nécessairement une assurance de réussir. Donc, ça, je suis quand même fier de ça. Puis, ça serait quoi, justement, ton plus grand échec financier? Si t'en as un. Le plus grand échec financier, il y en a plusieurs. Parce que, dans le fond, dans la vie, tu as des échecs de vie, tu as des échecs financiers, tu as des mauvais choix, des bons choix. Quand tu te sépares, c'est un échec financier, tu payes. Tu as un actif à 2, tu le fractionnes à 2. Fait que c'est pas un échec financier, mais quand ta vie financière avec quelqu'un s'arrête, ça va te coûter de l'argent. Ça va coûter une fortune. Ça me coûte une fortune tous les jours parce que fiscalement, ça rend ta vie plus compliquée puis il faut que tu payes plus d'impôts pour sortir de l'argent, pour payer des affaires. Donc, ça, c'est une chose. Je
Je te dirais qu'après ça, les plus grands coûts financiers que j'ai vécu difficiles, c'est plus les augmentations de taux d'intérêt comme présentement, qui c'est plate, comme tout le monde. J'ai un prêt hypothécaire à payer, je vis à Montréal, les immeubles sont chers, donc mais c'est pas des échecs. Je n'ai jamais perdu de grandes sommes, mais je prends de plus en plus de risques. Et donc, je suis de plus en plus exposé à des échecs. Mais plus ton portefeuille est diversifié, plus tu as un risque d'échec. Comme là, j'ai des placements privés, ça c'est un échec potentiel. Les immeubles, échec potentiel. Placement boursier, c'est très volatile, échec potentiel. Donc, le travail pourrait être un échec. Tu sais, je pourrais me retrouver pas de travail demain. Mais j'ai pas de grand, tu sais, je suis pas comme un entrepreneur qui te dit j'ai tout perdu à 28 ans, tout ça, non. Mais j'ai vécu des chutes boursières de l'an 2000 au début, dans mon petit placement que j'avais, de la crise financière américaine puis mondiale. J'ai vécu les baisses juste avant la COVID, pendant la COVID. Tu sais, j'ai tout vécu ça, mais le jeu financier, c'est que ça fait ça, mais ça finit tout le temps par monter tant que tu restes investisseur. Tu sais. Donc, j'ai pas de grande histoire à faire pleurer personne. Ces deux questions-là sont revenues de nombreuses fois, parce que je pense que vous avez déjà répondu dans une autre vidéo, mais c'est quoi la journée la plus payante de ta vie et tu as fait combien? Mais ça, j'ai répondu ça à PL Glucy. Oui, c'est pour ça. Je pense qu'ils voulaient un update. Ils veulent un update. Non, c'est parce que PL Glucy, il dit un chiffre qui n'a pas de bon sens. J'ai déjà... Tu sais, attends une minute. Là, il faut distinguer deux affaires. Donc, je vais te donner la vraie réponse, parce que PL, c'est une vidéo d'influenceur, mais allons-y, ou de créateur de contenu. Une bonne journée payante en bourse, pour moi, c'est... j'ai déjà vu, je pense, des plus 20 000. J'ai pas travaillé, là. Mais j'ai eu un moins 10 000 la veille. Puis, donc, j'ai déjà vécu des journées en bourse, de placements qui montent vraiment payantes. Ça, c'est la journée la plus payante, mais dans le fond, c'est un faux revenu parce que ça fait ça de même. Donc, tu perds une journée, ça monte le lendemain, tu as une journée payante, mais dans l'année, c'est pas une journée, c'est une moyenne. Ça, c'est le revenu passif. Mais une journée payante, c'est sûr qu'une journée où j'ai fait 2 chroniques radio, une apparition télé, que j'ai négocié un contrat, que j'ai fait une conférence, que je suis allé enseigner ou peu importe. Une journée très payante, pour moi, c'est plusieurs milliers de dollars, mais ça n'arrive pas souvent. Mais une journée... quand tu vois ta vie comme de la vie financière, ben toutes les journées sont payantes parce que tu es investisseur. Je suis en train de te parler, là. Mes actions ont bougé depuis qu'on est parti. Là. Apple a vendu des ordinateurs et des téléphones, puis je suis actionnaire. Je suis actionnaire de Berkshire Hathaway, fait que je suis actionnaire de Coca-Cola. Donc, à chaque seconde qu'on se parle, il y a des millions de bouteilles de Pepsi, de Coke, excuse-moi, qui doivent se vendre. Je ne sais peut-être pas chaque seconde, je ne sais même pas le volume tellement que c'est gros. Mais depuis qu'on a commencé le podcast, j'ai fait de l'argent sans travailler. Comme tout investisseur, comme tout retraité, comme toute personne qui place des REER ou de l'argent dans son CELI. Bien, la réponse courte à ça, c'est plusieurs milliers de dollars. Parfait. Puis elle aussi, les gens voulaient savoir si ton morceau de vêtement le plus cher, c'est encore un manteau ou s'il y a un nouvel achat. Oui, c'est un manteau fait sur mesure de 1000 quelques mètres. Okay. Je suis pas un gars de vêtements, tu sais. Les vêtements, ça se porte, ça s'use, puis ça se détruit. Moi, je sais que j'ai des habits là, qui ont... Un gars que je connais qui collectionne les Nike, les Jordan, tu sais. C'est un passe-temps comme un autre, mais moi, c'est parce que pour moi, c'est un vêtement, ça sert à t'habiller, mais j'ai beaucoup de difficultés avec les vidéos TikTok de comment t'as coûté ton habit. Ah, les lunettes, j'ai payé 6 000, 3 000 des pantalons, puis là, c'est des ados. Là. Des fois, je vois du monde au centre commercial, je vois des ados et des jeunes adultes. Ils dépensent tellement par rapport à leur capacité de revenu, moi. Non. Fait que je te dirais que mes guitares valent plus cher que mes vêtements. Okay. Donc, la guitare la plus chère que j'ai achetée, je l'ai payée usagée à 3 700 $. Mais je peux revendre la guitare. Mm-hmm. Mes jeans, personne n'est intéressé. Parfait. Puis, pour finir le podcast, est-ce qu'on peut avoir un petit scoop de qu'est-ce qui s'en vient? Hey boy! Hein? On est en quelle année dans ton podcast? Là? C'est diffusé quand, ça? En janvier. En janvier 2024. Il y aura des changements potentiels dans ma vie professionnelle l'an prochain. Scoop. Okay. Il y aura possiblement, peut-être, une autre saison de l'enquête McSween. Okay. Peut-être pas. Peut-être. Je suis en train de commencer un autre livre qui va sortir, regarde, je vais mettre de la pression, qui va être publié en septembre-octobre 2024. Okay. C'est quand même un statement. Ça. Ouais. Je te dis pas de quoi il parle, mais ça va y en avoir un autre, mais ça va parler de finances, hein, on s'entend. Et ça,
Je sais pas ce qui va arriver avec moi. Au moment où on se parle, j'ai aucune idée de. J'ai pas vraiment. Je peux même pas te confirmer moi-même avec moi-même dans un isoloir à moi-même. Qu'est-ce qui va arriver avec ma vie en radio? Ça, c'est un gros scoop, hein? Ouais. Je le sais pas. OK. Je sais pas encore. Peut-être que quand ton podcast va passer, je vais avoir une idée. Mais présentement, au moment où on se parle, je vais être honnête avec toi, je le sais sincèrement pas. Il y a plein d'affaires qui vont arriver peut-être. En somme, mystère et boule de neige. Parfait. Mais merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci à toi. C'était vraiment intéressant. Puis c'est où que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux? Ils peuvent me trouver sur... Mais tu sais, moi, j'accepte plus d'amis Facebook, Instagram parce que c'était trop time consuming. Instagram, c'est pas des amis, c'est juste des abonnés. Non, mais des abonnés, mais des amis, c'est un terme générique pour dire des gens qui sont abonnés à toi. Moi, tu peux t'abonner, suivre, mais tu peux plus... OK, je comprends. Tu peux plus m'écrire directement souvent. C'est plus compliqué si t'es pas mon contact réciproque parce que c'est trop lourd, c'est trop de travail. Tu peux me suivre sur TikTok, je publie pas vraiment beaucoup. Facebook, Instagram aussi. Twitter qui s'est rendu un champ de mine pour les fous. Mais pour vrai, au 98.5 sur les ondes de Cogeco, c'est plus facile de m'écouter et de m'écrire là-dessus. Mais sinon, tu sais, je suis pas un influenceur, j'ai pas de photos de moi à montrer qui sont vraiment intéressantes, puis j'ai pas vraiment de... Je montre pas mes abs, puis j'ai pas de produits à vendre sur les réseaux sociaux, donc je suis pas intéressant à suivre là-dessus, juste pour peut-être des analyses financières, tout ça, puis économiques, je dirais que c'est plus intéressant là-dessus. Fait que... LinkedIn, peut-être? LinkedIn, oui, parce que LinkedIn, c'est la seule place que l'algorithme n'est pas en train de jouer avec les médias. Donc, si vous voulez avoir des infos sur des articles que je partage, LinkedIn, c'est peut-être le meilleur, vous avez raison. Parfait. Puis pour le podcast, c'est génération.startup sur Instagram puis Génération Startup sur TikTok et YouTube. Alors bye, on se voit la semaine prochaine!